Bonjour à tous. Écoutez, bienvenue à notre toute dernière séance du séminaire. On a deux invités. Donc, notre thème aujourd'hui, ça va porter sur les questions légales hein, et juridiques qui entourent l'intelligence artificielle. Nous allons vous présenter nos deux invités sans plus tarder. Je laisse la parole à Fabien pour présenter Mathieu Quignou. Bonjour Mathieu. Oui, oui, Et merci. ensuite, Oui. Jean-Marc va présenter Isolde Gendreau, qui est de l'Université de Montréal. Alors, Bonjour Isolde, bonjour. Bonjour Isolde. Oui, alors je vais présenter Mathieu. Donc Mathieu Quignoui est maître de conférence en sciences de l'info et l'information et de la communication au laboratoire Paragraphe de l'Université de Paris 8, co-directeur du Master Transition numérique et co-titulaire de la chaire UNESCO Innovation, Transmission et Édition numérique. Il est coordinateur du bureau consultatif sur l'IA de la CPEG, je ne sais pas si je prononce correctement, du Conseil de l'Europe et président de la commission de normalisation française sur le métavers à l'AFNOR. Il est expert pour l'UNESCO en matière d'IA et de règles de droit et intervient régulièrement pour l'UNESCO à l'étranger pour des formations sur l'IA éthique. Il est par ailleurs docteur en droit, Université Paris 2, avocat associé en charge du département IPIT au sein du cabinet DEA Partners. Ses champs d'intervention couvrent le droit du numérique, le droit des données, la propriété intellectuelle et la fintech avec une activité centrée sur les dossiers blockchain et IA. Il a écrit plusieurs ouvrages, articles et rapports internationaux sur les enjeux éthiques, juridiques et sociétaux du numérique liés à la blockchain et à l'IA. Sa présentation s'intitule Considérations juridico-éthiques liées à l'IA générative dans les domaines judiciaires et culturels, perspectives européennes. C'est à toi, Mathieu. merci. Est-ce qu'on présente d'abord aussi Isolde Gendreau, pour nous donner le Ah, temps, puis ensuite, tout de suite après, Mathieu, tu pourras prendre la parole. Alors, Jean-Marc, D'accord, je suis très heureux d'accueillir Isolde Gendreau. Isolde Gendreau est une collègue de l'Université de Montréal. Elle enseigne à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Plus précisément, elle enseigne le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence à la faculté donc depuis déjà quelques années. J'ai 1991 sur mes fiches, là, je ne sais pas si c'est la date, des recherches donc, qui portent sur le droit d'auteur dans une perspective comparée et également à l'échelle internationale. Elle est l'auteur de nombreux textes qui ont été publiés tant au Canada qu'à l'étranger, dont quelques titres importants, dont un sur le paradigme de l'émergence du concept de propriété intellectuelle. Je pense que c'est à peu près ça la traduction française de l'ouvrage qui a été publié en anglais. Euh, et elle est membre du conseil d'examen du prix des médicaments brevetés. Elle a été euh, donc présidente de ce conseil-là, présidente de l'Association internationale pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle, dont l'acronyme est ATRIP. Euh, elle a été présidente aussi de la branche canadienne de l'Association littéraire et artistique internationale, dont elle est membre aussi du comité de direction maintenant. Et elle est membre associée de l'Académie internationale de droit comparé et membre de l'Institut de propriété intellectuelle du Canada. Donc on comprend que le- le- la, la- la présentation va porter sur évidemment la question de la propriété intellectuelle, plus précisément donc du droit d'auteur. Et le titre de la présentation d'Isolde est revoir le droit d'auteur à la lumière de l'IA générative là, qui nous alors, rassemble. écoutez, ça promet beaucoup, ça va être certainement passionnant. On peut te passer la parole, Mathieu, toujours selon notre format habituel, 30 minutes d'intervention de ta part, à peu près. Puis ensuite, on va faire un débat, des discussions d'une quinzaine de minutes. Et puis ensuite, Isa Gendreau va prendre la parole. Alors, à toi la parole, Mathieu. Super, merci beaucoup, René. Je partage, j'ai fait un petit PowerPoint. Voilà, là. C'est bon, vous voyez l'écran? Très bien. Super. Alors, j'avais prévu de vous parler des questions donc, d'éthique et de juridique sous l'angle de l'intelligence artificielle avec deux axes, deux focales.
le secteur juridique et judiciaire et le secteur culturel. Je prendrai le secteur juridique un peu à titre d'exemple comme un domaine assez structuré pour l'instant, mais je m'éterniserai pas peut-être sur la question pour laisser un peu plus de place peut-être sur les discussions sous l'angle culturel et secteur artistique. Comme ça permettra certainement d'ouvrir aussi plus de discussions et de tisser aussi avec la présentation ultérieure. Alors, bon, pour un petit peu appréhender ces enjeux-là, on a quand même quelques éléments un peu socio-économiques qui sont importants, un peu comme préalable à toute forme de normalisation, qu'elle soit juridique ou technique en matière d'IA. Donc, moi, j'ai tendance à proposer une typologie par les usages. Je pense que c'est assez important, hein, même si les usages en matière d'IA sont très évolutifs. Mais on voit qu'il y a plusieurs types d'IA, donc des IA de création, des IA de décision et des IA de profilage et suggestion discrète. Alors, les IA de création, je m'explique, hein, ou d'aide à la création, euh, on va les retrouver beaucoup hein, ces derniers temps avec l'IA générative. Hein. C'est vraiment l'IA générative qui a fait émerger hein, ce type d'usage-là. Et ça pose un certain nombre d'enjeux en matière d'emploi, hein, que ce soit dans les domaines culturels ou dans d'autres secteurs. Hein. Dans le domaine culturel, on voit bien, par exemple, par exemple, j'étais en discussion tout à l'heure avec une association de monteurs dans le domaine du cinéma qui se posaient cette question finalement aussi de la pérennisation de leur métier. Donc, c'est des questions qui se posent de manière assez massive. Il y a la question de l'accès aux outils. Dans certains domaines, donc, on va être amené à devoir utiliser ces outils pour rester compétitif. Et il y a une vraie question de prix des licences de ces outils. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est encore assez restreint. Quand on pense à des outils comme ChatGPT ou Midjourney, c'est accessible pour des professionnels. Mais dès qu'on va sur des outils plus spécialisés, je pense par exemple au domaine juridique, hein, les licences sont tout de suite à plusieurs milliers d'euros. Et peuvent être des éléments restrictifs. D'ailleurs, par exemple, pour prendre le cas encore du juridique, il y a quelques jours, au niveau du barreau de Paris, il y a eu une décision du bâtonnier en partenariat avec un éditeur juridique pour mettre à disposition de la totalité des avocats du barreau de Paris une IA en matière juridique et judiciaire pour que tout le monde ait un niveau un peu minimal en termes d'outils. Voilà. Et donc c'est important en matière euh, de concurrence et c'est aussi important dans certains secteurs, par exemple au niveau de l'égalité des armes. Hein. Dans le domaine judiciaire, ça va se poser sous cet angle. Après, dans d'autres domaines, on va retrouver plutôt des questions d'ordre monopolistique. Bon, c'est des questions qu'on retrouve aujourd'hui, par exemple, autour du démantèlement partiel, en tout cas, de Google. Mais donc, c'est des choses qui sont aussi assez importantes pour appréhender ces nouveaux sujets. L'enjeu aussi de la redistribution des droits aux créateurs. Alors concrètement, pour les IA génératives et même globalement pour les IA connexionnistes, on a un entraînement qui est fait sur des bases de données, qui peuvent être des bases de données qui incluent des œuvres protégées par le droit d'auteur. Et à ce titre se pose la question de la rémunération ou de la juste rémunération des personnes dont les travaux ont été utilisés pour cet entraînement. Au-delà même d'une forme de lisibilité de la création comme œuvre dérivée, hein, vraiment au titre de l'entraînement. On a connu en France et à l'étranger, hein, je pense tout particulièrement à l'Australie qui a beaucoup souffert de ces questions-là, la question de la juste rémunération, par exemple, des organes de presse, qui a donné lieu, en tout cas en France, à une directive en matière de droit d'auteur qui s'appelle la directive DANU, dans laquelle ont été mis en place notamment des enjeux de droit voisin, donc des formes de rémunération qui n'étaient pas complètement du droit d'auteur, mais qui s'en approchaient et qui venaient potentiellement, alors c'est un système qui est partiellement efficace, hein, mais qui venait en tout cas rémunérer les auteurs et les organismes de gestion, en tout cas attribuer des sommes aux organismes de gestion pour répartition en fonction de l'utilisation qui est faite par les grandes plateformes. Donc on retrouve cette question-là qui vient se poser avec les IA génératives de manière encore plus intense. Voilà. Ensuite, il y a la question des mésusages hein, de l'IA.
Alors, on la retrouve dans le domaine créatif, hein, même si elle peut avoir des incidences moins importantes que dans d'autres, mais on peut aborder, par exemple, la question des deepfakes, des fake news, de différents éléments qui, dans des pratiques créatives, peuvent finalement aussi être attentatoires à, aux droits des personnes, être diffamatoires, ou causer aussi un préjudice pour le consommateur qui serait finalement euh, abusé par ce type de pratique qui relève aussi des deepfakes. Alors, les secteurs qu'on va retrouver les plus touchés en matière d'IA de création, hein, c'est bien sûr la culture, les arts, la traduction, et ceci depuis un certain temps, hein, et la communication. Le secteur de la traduction est assez parlant, moi je pense, quand on parle d'IA et d'évolution des métiers, puisque c'est un des premiers secteurs à avoir été vraiment touché par les IA connexionnistes, hein, pas par les systèmes experts, mais vraiment par les IA connexionnistes avec des outils par exemple comme DeepL. Et on voit que finalement, les métiers de l'interprétariat sont quand même un petit peu, bon, on va dire, sont moins représentés qu'à une certaine époque et que même des institutions internationales maintenant recourent à la traduction automatique. Ce qui laisse présager quand même un avenir assez sombre, hein, même pas un avenir, un présent déjà assez sombre, hein, pour ce type de profession. Et on peut imaginer que dans d'autres secteurs, des conséquences assez analogues sont aussi à prévoir, hein. Ensuite, l'IA de décision, donc ou d'aide à la décision. Donc, les enjeux sont un peu différents, hein. Ils ne couvrent pas que la question de l'emploi et de la juste rémunération. On va aussi avoir des questions liées au contrôle, à la transparence et à l'explicabilité des modèles. Alors, effectivement, quand on est, par exemple, alors le cas typique, hein, de l'IA de décision, c'est le domaine judiciaire. C'est pour ça aussi que j'ai choisi ces deux cas-là, parce que ça couvre déjà deux des grands cas d'usage de l'IA dans les deux grandes typologies. Alors, il y a celle du profilage, mais celle-là, bon, je l'ai laissée un peu de côté, où il y a effectivement des enjeux un peu démocratiques aussi. Mais donc, dans l'IA de décision, on va avoir une question de contrôle par l'être humain. Donc, il y a un certain nombre de notions, hein, qui sont apparues autour de ça, avec notamment la notion de human in the loop, donc contrôle par l'être humain à tous les niveaux en fait de la chaîne de création de l'IA, hein, donc de sa conception à la définition de sa base de données, à son déploiement, puis à son usage effectif par les utilisateurs, hein, qui sont en entreprise ou qui soient des consommateurs. Et donc là, en matière de décision, on va retrouver par exemple la nécessité de pouvoir contester la décision qui a été prise par l'IA ou qui a été prise avec l'aide de l'IA. Donc ça, c'est un point assez important et on voit qu'avec les IA génératives, on peut, dans une certaine mesure, expliquer comment le modèle fonctionne, mais on ne pourra pas répliquer, par exemple, un résultat d'une IA dans de nombreux cas, et on ne pourra pas expliquer non plus précisément comment le modèle en est arrivé à telle génération de contenu ou à telle décision. Et dans ce cas-là, par exemple, pour un juge, ça va être très difficile de motiver sa décision judiciaire et pour une partie de la contester de manière précise. Donc, on va retrouver quand même un certain nombre d'enjeux touchant aux droits fondamentaux en matière d'IA d'aide à la décision ou d'IA de décision. Les secteurs les plus concernés, hein, dans cette matière sont la santé, euh, avec aussi des questions de responsabilité importantes, hein, dans ce domaine-là. Le domaine judiciaire, l'administration, la gestion, aussi un certain nombre d'éléments liés à la logistique. Troisième cas, c'est celui de l'IA de profilage et de suggestion discrète. L'enjeu principal, c'est celui de l'exercice des droits civiques, hein, mais aussi l'enjeu de la consommation. Alors, les deux sont parfois un peu croisés. C'est des questions qu'on retrouvait déjà il y a quelques années, hein, autour des questions avec Cambridge Analytica, avec ce qui a pu se passer autour de Facebook et l'utilisation de profilage d'utilisateurs pour leur envoyer des messages qui étaient immédiatement parlants pour eux et conditionnés, enfin en tout cas certainement modifier leur perception politique et les inciter à voter de telle ou telle manière. Donc ça, c'est des choses qui sont encore amplifiées et qui sont aujourd'hui euh, centrales en matière de marketing. On va retrouver tout particulièrement dans ce domaine-là des IA interdites, en tout cas au niveau de l'Union européenne, avec la réglementation IA qui a été votée récemment.
certaines IA de profilage, quand elles ont pour effet d'altérer le comportement de l'être humain, peuvent être interdites. Et aussi, lorsqu'il y a des dimensions aussi de données biométriques, ça peut aussi conduire à, on va dire, si ce n'est en tout cas une mise en conformité plus importante, à une potentielle interdiction. Alors, les secteurs, là, c'est plutôt une approche transsectorielle hein, qu'on va avoir, avec ce qui va être lié au renseignement, à l'information, à la publicité, à la législation ou encore à l'administration. Et donc, on verra plus précisément ensemble donc, le secteur de la justice et surtout celui de l'art. Alors, avant d'aborder ces secteurs, je vais essayer de dresser un petit peu un portrait, ou en tout cas de brosser un petit peu les notions, concepts essentiels en matière d'éthique de l'IA et de droits fondamentaux. Alors, tout d'abord, il y a quand même on a appris des habitudes hein, pour appréhender la question des données, de regarder ça sous l'angle des données personnelles et aussi de regarder ça sous l'angle de la vie privée, donc qui est un droit fondamental. Mais on voit qu'avec l'IA, ça ne se limite absolument pas à la vie privée, et que beaucoup d'autres droits fondamentaux peuvent être concernés, et ceci en fonction des secteurs en fait et des cas d'usage, hein. Par ailleurs, l'éthique et les droits fondamentaux sont deux choses distinctes. L'éthique n'a pas de base légale et ce n'est pas finalement ce qu'on appelle du droit dur. Les droits fondamentaux sont par contre généralement liés à des conventions internationales et le droit interne fait référence à ces conventions internationales et c'est même souvent considéré comme tout en haut de la hiérarchie des normes, donc à un niveau constitutionnel, voire dans certains États supraconstitutionnels. Donc, on voit qu'on est presque un peu aux antipodes, même si la teneur, le contenu hein, des exigences éthiques et des droits fondamentaux sont finalement assez voisines. Au niveau de la portée de ces textes, donc, l'éthique, d'une part, elle peut être variable en fonction des cultures et des sociétés. Et les droits fondamentaux tels qu'ils sont pensés aujourd'hui sont plutôt d'inspiration, alors on va dire occidentale, si ce n'est même française en réalité. C'est d'inspiration, c'est finalement un petit peu la manière dont les Lumières avaient conçu ça et dont ça a été formalisé, en tout cas au départ, au moment de finalement de la Révolution française, hein, ces droits de l'homme-là, qui après ont été pensés de manière universalisante, donc en tout cas à vocation universelle, même s'il y a débat à ce niveau-là, hein. Certains ont vraiment une approche très universaliste des droits de l'homme, comme vraiment un tout qui a été pensé pour tous les humains, quelle que soit leur culture d'appartenance, leur culture juridique, et d'autres peuvent avoir une approche un peu plus nuancée par rapport à justement une vocation universelle, voire une approche comparatiste de ce qui relèverait des principes essentiels en fonction des cultures. On va retrouver aussi des proximités hein, entre les deux. Donc, je vous disais tout à l'heure les valeurs défendues et ensuite la difficulté à transcrire ces droits fondamentaux ou cette éthique dans une machine. Alors, on parle de temps en temps, il y a eu quelques théoriciens qui présentaient finalement les choses comme code is law. En matière de droits fondamentaux, on voit que c'est quand même très délicat à assimiler dans la mesure où ce sont vraiment des concepts qui sont censés un peu résonner avec l'être, la culture et même l'évolution culturelle, donc qui sont très difficiles à formaliser, tout particulièrement pour les aspects éthiques. Et même pour les droits fondamentaux, il faut une finesse de raisonnement du juge très importante et on va retrouver souvent des droits fondamentaux qui rentrent en balance ou en contradiction. Et le côté vers lequel la balance penche va aussi évoluer avec le temps en fonction de considérations sociales et de l'évolution des mœurs. Bon, ça, je vais passer un peu plus vite. Les droits fondamentaux, ouais, donc il y en a un certain nombre hein, qui sont en prise avec l'IA. Donc, on va avoir par exemple l'autonomie dans la prise de décision. Alors, ça, c'est plutôt des principes éthiques, hein, mais bon, c'est un peu les deux. L'emploi et la concurrence de l'humain par l'IA. Le profilage et les interactions sociales qui sont en prise aussi hein, avec ces droits fondamentaux. L'utilisation de l'IA dans certains secteurs à haut risque. L'IA et l'accès à l'information et l'évolution des médias. L'utilisation des données protégées, donc données personnelles, informations confidentielles. La lutte contre les discriminations.
l'IA étant susceptible, à travers les différents niveaux de biais, d'amplifier même certaines discriminations. Et plus globalement, donc les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit face à l'IA. Alors, effectivement, je vous ai parlé d'IA, j'ai un peu évoqué la question d'IA générative, mais on va retrouver quand même peut-être deux grands types d'IA qui ont tendance aussi en ce moment à se croiser, hein, mais les IA symboliques et les IA connexionnistes. Donc, les IA symboliques, c'est effectivement les arbres de décision, les systèmes experts. Elles sont assez peu concernées en réalité par les questions d'éthique en raison de leur nature déterministe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait pourquoi tel modèle va proposer tel résultat et qu'on peut remonter finalement la totalité de l'arbre de décision, on peut avoir une responsabilité humaine attribuable au concepteur et voir là où ça a un peu déraillé, où c'était pas assez précis. En matière d'IA connexionniste, c'est beaucoup plus délicat à auditer et les modèles sont pas toujours transparents, pas toujours explicables et parfois même il y a une volonté de créer des black box, donc des outils qui sont volontairement couverts par un secret d'affaires matérialisé par des protections d'ordre technique. Voilà donc ce qu'on peut un petit peu dire hein, autour de ça. Après, quelques notions qui viennent aussi de la réglementation européenne, donc la notion de secteur à haut risque ou d'IA à haut risque, avec des secteurs directement visés. Tous les usages dans ces secteurs-là ne sont pas présentés comme à haut risque, mais par exemple dans le domaine judiciaire, le domaine de la démocratie, le domaine de l'éducation, certains cas d'usage peuvent l'être. Et ensuite, cette notion, à mon avis, un peu inadéquate, qui est proposée par le règlement européen, c'est celle d'IA à usage général. Donc, c'est un petit peu confusant, ce terme. Donc, il ne s'agit pas d'IAG, hein, d'IA générale, hein, au sens, on va dire, philosophique ou de prospective technique, hein, puisque ça n'existe pas pour l'instant. Et il s'agirait plutôt d'IA générative, hein. Donc, ce terme bon, doit être appréhendé sous cet angle. Et au niveau de la réglementation européenne, il est pensé en matière de... C'est les flops, donc la puissance de calcul qui fait la différence hein, pour passer sur un régime où il y aurait un risque systémique pour telle IA générative ou pas. Et aujourd'hui, la seule hein, qui dépasse le nombre de flops pour tomber avec une présomption de risque systémique, c'est ChatGPT d'OpenAI. Et c'est certainement aussi dans des stratégies de protectionnisme que ça a été conçu comme ça. Alors, à quel niveau on peut appréhender ces questions d'éthique? Alors, à différents niveaux, hein, au niveau de la donnée des contenus d'entraînement, au niveau du fonctionnement des modèles, au niveau de la typologie de données et au niveau en entrée, de la typologie de données en sortie, des interfaces et des usages en contexte. Quelques notions importantes aussi pour appréhender l'éthique, donc c'est la notion de biais, hein. Le biais, il peut être cognitif ou il peut être statistique. Il y a la question aussi de la transparence et de l'explicabilité, donc deux concepts très importants qui sont finalement centraux pour pouvoir simplement auditer une IA et savoir pourquoi elle fonctionne de telle ou telle manière et expliquer les réponses proposées. Protection de la vie privée, la responsabilité. Donc ça, c'est quelque chose que aussi assez important. En droit européen, on a aussi en ce moment une révision des directives en matière de produits défectueux liés à l'IA. Donc cette question de la responsabilité se pose, hein. Donc qui est-ce qui va être responsable s'il y a une défaillance d'une IA? Est-ce que ça va être le fournisseur de l'IA? Est-ce que ça va être l'utilisateur? À quel niveau de la chaîne finalement se situe la responsabilité? On a une notion importante en droit qui est aussi celle du contrôle, hein, et c'est une question qui est renouvelée en fait avec l'IA, puisque potentiellement l'IA, en tout cas les objets gérés par IA sont dits autonomes. Donc la question du contrôle est complètement reposée. Sécurité et robustesse, donc ça c'est des enjeux plus d'ordre technique. Et ensuite, la question de l'autonomie humaine dans la prise de décision, l'inclusion et la diversité. Point très important à ce niveau-là, on est entre francophones, même si on est de pays différents. La question de la diversité culturelle à travers les IA est très importante. Si un modèle est exclusivement entraîné sur du contenu en langue anglaise, il y a de fortes chances que le mode de pensée anglo-saxon soit dominant dans les contenus générés.
Si on utilise une IA, par exemple, de traduction pour aller du français vers le chinois ou du chinois vers le français, et que c'est une IA qui a été entraînée entre des textes anglais et chinois et anglais et français, on passera par le truchement de l'anglais et ça risque aussi de créer un certain nombre de pertes. Donc, il est intéressant d'avoir aussi quand même des modèles qui sont un petit peu natifs au niveau d'une langue pour pouvoir déjà en transcrire un peu plus authentiquement sa substance, sa saveur, son histoire, et par ailleurs pour avoir moins de pertes au niveau du sens. Bon, ça, je vais passer rapidement, mais effectivement, hein, l'explicabilité est vraiment un préalable à l'auditabilité. Et s'il n'y a pas d'auditabilité, on peut pas gérer identifier les risques et on peut pas proposer de mesures correctives. Donc, l'explicabilité, au sens large, hein, pas uniquement une explicabilité générale du modèle, mais une explicabilité à tous les niveaux, est absolument essentielle. Et par ailleurs, elle est centrale dès, par exemple, qu'un ministère souhaite déployer une IA, il est en demeure de pouvoir expliquer les décisions, par exemple, que celle-ci aura prises et pourquoi. Bon, typologie des biais, contrôle par l'être humain, donc ça c'est une notion assez forte aussi, hein, ne serait-ce que pour définir et responsabiliser les acteurs et les opérateurs, hein. Euh, voilà. En matière de cadre juridique, donc on a beaucoup de choses là hein, qui ont été créées ces derniers temps. On a eu notamment donc le règlement IA dont je vous ai parlé donc il y a quelques mois en Europe. Il y a aussi un texte à vocation un peu plus large du Conseil de l'Europe, une résolution des Nations Unies. Il y a aussi des normes ISO qui ont été conçues et qui sont en cours de conception en matière d'IA, donc notamment la norme ISO 42001. Donc beaucoup de textes avec souvent une vraie attention sur les enjeux de droits de l'homme et d'éthique. Euh, alors, le règlement IA, donc, je ne vais pas forcément revenir sur ça, mais je vous disais, il y a des IA interdites, d'autres qui sont en risque, d'autres à faible risque. Pour les IA interdites, ben, c'est simple, elles sont complètement interdites, hein. Pour les IA au risque, c'est celles-là qui sont peut-être les plus intéressantes à traiter d'un point de vue juridique, puisqu'il faut se mettre en conformité. Et que à ce niveau-là, il y a quand même un certain nombre d'attentes avec des essais, des mesures correctives de biais, potentiellement un marquage CE aussi. Donc, un rapport aussi avec la normalisation technique. Pour les IA à faible risque, on est plutôt sur des codes de conduite, c'est moins engageant. Et le cas particulier après de l'IA à usage général, avec un traitement qui est assez voisin de celui de l'IA au risque, avec un enjeu particulier aussi pour les personnes, enfin les entités qui déploient, donc qui fournissent le service ou qui l'utilisent en interne. Alors, dans le domaine judiciaire, on va avoir des enjeux un peu particuliers. Alors, moi, j'ai travaillé beaucoup sur la charte IA de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice du Conseil de l'Europe, pour son opérationnalisation. Et donc, pour vous donner quelques éléments, donc, elle a été conçue en 2018 à partir de travaux qui datent de 2016-2017, avec 5 grands principes. Celui des droits fondamentaux, non-discrimination, qualité et sécurité, transparence, impartialité et équité, contrôle par l'utilisateur. Et donc moi, j'ai travaillé aussi sur la question d'opérationnalisation avec des questionnaires d'auto-évaluation qu'on est en train de tester en ce moment auprès de 4 juridictions suprêmes dans 4 pays européens, France, Italie, Espagne et Estonie, sur des outils donc qu'ils ont déployés pour voir si le modèle de questionnaire fonctionne et si ça les aide aussi à identifier les risques, s'auto-évaluer et choisir finalement aussi les bons outils d'IA pour les accompagner sans prendre de risques en matière de droits fondamentaux. Je vous ai mis quelques exemples ici de questions qui sont dans ce questionnaire d'auto-évaluation. Donc, on voit par exemple, est-ce que le système d'IA est-il basé sur un modèle pré-entraîné par des tiers? Si on répond oui, les bases de données utilisées par ces modèles ont-elles été auditées? Donc ça, c'est des choses qui vont beaucoup se poser, hein. Je vous parlais un petit peu des modèles aussi étrangers quand on est amené à travailler sur l'IA. C'est une question qu'on peut se poser sous cet angle, mais ça va aussi avoir des implications, notamment sur l'endroit où sont hébergées les données. Est-ce qu'elles sont respectueuses, par exemple, de la protection des données personnelles?
est-ce qu'on aura la possibilité de soulever le capot s'il y a un gros souci, ou est-ce que c'est une black box protégée par un secret d'affaires? Bon, ça a un certain nombre de conséquences. Ça, c'est un outil qui est assez intéressant, sur lequel on a travaillé à la CEPEJ, qui répertorie en fait les IA judiciaires déployés dans différents pays du Conseil de l'Europe. Voilà, donc il faut plus trop que je monte cette carte apparemment à cause du Maroc, donc je l'enlève massivement en ce moment, mais là je pense que personne a forcément une grosse crispation sur ça. Mais en tout cas, ça permet en tout cas d'avoir un suivi sur les IA qui sont les plus fonctionnels, et voir aussi le retour des juges, des avocats, des procureurs sur ce type d'outils pour qu'ils puissent aussi s'inspirer de modèles étrangers. Donc, c'est une approche un peu comparatiste des systèmes d'information et des IA. Voilà. Alors, en matière dans le domaine artistique, les questions sont un peu différentes. Donc, je pense que vous avez dû tous un peu tester tous les outils en matière d'IA générative dans le domaine culturel. Euh, il y en a quelques grands types, hein. Donc, on va retrouver des IA comme Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion et Adobe aussi, hein, avec Fireflies, qui sont des modèles pour la création d'images. On a des modèles aussi de création plutôt de texte, hein, ChatGPT, hein, tout particulièrement. Donc, l'idée, c'est simplement un ChatGPT complète un texte de manière probabiliste. Maintenant, il y a des RAG avec des systèmes quand même pour appeler des données de l'extérieur, hein, pour affiner finalement les réponses. Euh, Dans les modèles à diffusion stable, on est plutôt sur des logiques justement de diffusion latente avec des tokens qui sont extraits finalement d'une image, et qui permettent en fait d'avoir une granularité de sens futur, et après des reconstitutions à partir des mots qu'on va faire correspondre à des tokens et qui s'affinent progressivement à partir de la requête. Donc on est sur deux modèles qui sont un petit peu différents. Et ensuite, on a aussi de l'approche musicale, donc avec une IA comme celle de Suno, qui est aussi assez intéressante et qui permet par exemple de mettre du texte en musique. Voilà. Les niveaux de standardisation des productions faites par ces différents types d'IA sont assez variables. Le domaine peut-être le plus avancé, moi, je dirais, en matière de non-standardisation, c'est peut-être le texte aujourd'hui. Au niveau des images, là, on atteint vraiment un plafond de verre, hein. Ça devient terriblement standardisé. Euh, Au niveau musical, c'est aussi le cas, très sincèrement. Mais c'est assez intéressant, en tout cas, de voir ces usages-là pour, justement, aussi au niveau juridique, anticiper les risques et comprendre finalement là où sont les droits. Donc, qu'est-ce qu'on a comme usage en matière d'IA générative? Donc, on a la Il vous reste génération de 5 contenu. minutes. Désolée de te déranger. C'est parfait, merci. On a la reproduction d'un style, donc c'est utiliser l'IA pour créer, par exemple, une œuvre à la manière d'eux. Donc ça a été, c'est très à la mode de procéder ainsi, avec quand même un certain nombre d'enjeux en matière de droits d'auteur, hein, puisqu'on tombe tout de suite en réalité sur des œuvres dérivées, et donc il faudrait normalement l'accord de l'artiste, hein, là, de toute évidence, hein, même au-delà des modalités d'entraînement. On a la question de l'adaptation qui est aussi un cas d'usage, hein. On va l'adapter dans un autre, sur un autre média, on va l'adapter sur un autre support. Synthèse et description. On va par exemple envoyer un texte très long à une IA et elle va nous en faire un résumé. Là, ça se pose la question aussi de l'esprit critique, du point de vue, des éléments qui sont mis ou non en avant. La question du profilage, hein, aussi qui se pose avec la distribution de contenu adapté à ce qu'on pense que l'utilisateur va vouloir. Et ça, c'est un point qui est assez important, il me semble. J'ai quand même l'impression qu'avec ce type d'outils, que ce soit dans leur production ou dans leur consommation, on arrive sur un modèle où les contenus de référence, que ce soit les grandes œuvres qui aident à faire société, disparaissent, et qu'on arrive finalement progressivement vers du contenu prêt à être consommé par une personne dont on connaît les goûts immédiats, et finalement qui tourne en rond dans son petit bocal, sans pouvoir vraiment en sortir dès qu'il y a un rapport au numérique. Alors ça a des conséquences, hein. Donc effectivement, un contenu numérique profilé et limité et non soumis aux droits d'auteur pour tous ceux qui paient l'abonnement. C'est un peu ça le modèle, hein, en tout cas culturel proposé par ces IA.
Et l'acte de création se confond aussi avec l'acte de consommation. Et donc ça, c'est aussi assez délicat. En tout cas, c'est une vraie évolution. Et on a aussi un risque de données synthétiques et de non-création finalement de contenu authentique pour pouvoir renouveler aussi un petit peu les productions de l'IA. Je vous parlais des IA en matière visuelle, c'est vraiment à ça que je faisais référence. C'est que finalement, là, il y a eu quelques statistiques il y a quelques jours qui indiquaient que en matière d'images notamment, il y avait plus d'images aujourd'hui sur le net qui avaient été créées par des IA que d'images qui avaient été créées par des humains. Donc, sachant que les IA, leur source principale hein, de contenu, c'est Internet, elles s'entraînent massivement en fait sur des données qu'elles ont elles-mêmes créées ou d'autres IA ont créées. Ensuite, il y a la question finalement du positionnement du rôle de l'art dans la société. Hein. Quelle intentionnalité on peut prêter à une IA? Est-ce que la transgression est encore possible sur ce type d'outil-là, sachant que on va avoir des filtres parfois aussi très importants, hein. On les connaissait sur Facebook et sur les réseaux sociaux, par exemple, où certains contenus d'images, par exemple avec des nus, étaient considérés comme trop transgressifs et nécessitant une censure. Et là, on retrouve des choses analogues avec les IA au niveau génératif et c'est peut-être même plus discret au niveau de la manière dont ça se répand dans les créations. Voilà. Alors bon, ça, je vais passer rapidement, hein, très rapidement, puisque j'ai plus beaucoup de temps, mais on a vraiment des questions aussi liées à l'entraînement hein, du modèle et à la rémunération des auteurs. Donc, est-ce que on peut rémunérer les auteurs à travers les droits voisins? Est-ce que même il faut les rémunérer? Donc ça va dépendre. Hein. On a un modèle dit d'opt-out au niveau européen où l'auteur peut décider que il ne veut pas que son texte, son image soit utilisé par une machine indexée et potentiellement, alors c'était pas pensé comme ça dans cette directive, si elle est un petit peu ancienne, enfin, pas tant que ça, mais un petit peu, ne puisse pas s'entraîner en fait sur son contenu. Et donc, on a la question aussi de l'efficacité des robots TXT qui sont là pour aussi empêcher notamment cette collecte. Voilà, donc se pose aussi la question de l'altération du contenu, hein, parce que quand on va entraîner, on va avoir justement un effet de détérioration, en tout cas de modification du contenu pour le rendre lisible par la machine. Est-ce que à travers ça, il n'y aurait pas déjà un problème en matière de droit moral ou d'adaptation? Voilà. Les œuvres à la manière d'eux aussi. Donc là, on a un exemple typique. On voit bien que là, ça pose quand même des soucis qui peuvent être différents en droit français ou en droit étranger. Hein. Par exemple, des choses qui peuvent être acceptables sous l'angle du fair use peuvent ne pas l'être en droit français qui connaît moins d'exceptions au droit d'auteur que le droit américain du copyright. Voilà, donc je vous laisse avec cette petite citation d'une artiste hein, qui dit I want AI to do my laundry and dishes so that I can do art and writing, not for AI to do my art and writing so that I can do my laundry and dishes. C'est effectivement, bon, je pense qu'on est avec des Canadiens, donc j'ai pas besoin de traduire, mais c'est quand même une question de savoir finalement ce qu'on attend de ces IA. Est-ce que on attendait qu'elles soient créative et qu'elle se substitue à nous en tant que qu'auteur ou est-ce qu'on attend des IA qu'elles soient vraiment des éléments fonctionnels qui nous libèrent du temps en fait pour de la créativité et pour des activités qui pour nous ont sens et valeur. Alors, Voilà. un grand merci, Mathieu. Vraiment, c'est un tour de table synthétique, remarquable. Donc, un grand merci. Je pense que Fabien a une question. Donc, Fabien. Oui, merci beaucoup Mathieu, effectivement, pour cet exposé très clair. Moi, je voulais revenir sur le début de ta présentation où comme ça, tu séparais les enjeux par secteur. L'IA qui aide à la décision, l'IA qui aide à la création, j'ai oublié le troisième. Moi, euh, bon, c'est pas grave, ça va me revenir, mais en tout cas sur Le profilage, la ouais. comment? C'est les IA de profilage, les dernières, je Ah, pense, voilà, dont tu... Ouais. c'est ça. Bah, en fait, qu'est-ce qui arrive quand finalement ces enjeux se croisent considérablement? Je pense à bon, c'est très connu, mais j'aime quand même le citer. Le cas de cet avocat l'année dernière qui s'est servi de ChatGPT pour fabriquer un dossier en fait de défense pour son client
qui poursuivait en fait une compagnie aérienne. Il a été blessé en plein vol parce qu'il y a un chariot qui lui est tombé dessus. Je ne me rappelle plus exactement des détails. Et donc, il a tenu en fait à monter un dossier pour, comme ça, synthétiser des jugements antérieurs en lien avec des cas similaires. Et il ne savait pas trop utiliser ChatGPT. Visiblement, ChatGPT a raconté absolument n'importe quoi, ce qu'on appelle les hallucinations machiniques. Bon, le terme hallucination est problématique parce que ça anthropomorphise la machine. Mais là, on a un cas de je crée, en tout cas, j'utilise la machine pour m'aider à constituer un dossier, mais qui crée finalement des éléments qui, bon, bah, malheureusement, n'existent pas dans un contexte qui est censé aider à la décision d'un point de vue du juriste ou que. Enfin, tu vois, ma question, c'est Et- comment on fait pour Ouais, penser mm, cette transversalité je pense que c'est une question très importante. Et pour moi, ça relève vraiment du mésusage, tu vois. Typiquement, c'est des avocats qui utilisent en fait une IA d'aide à la création comme une IA d'aide à la décision. Et on va pas demander à un outil qui permet de trouver le mot le plus adéquat, le prochain mot le plus adéquat, et de faire des petites recherches un peu floues sur des RAG parfois mal constitués, qui parfois viennent de droits d'autres pays, d'être des outils d'aide à la décision. On peut avoir des IA d'aide à la décision pour les juges qui sont structurés sur de la donnée bien solide et une manière de présenter la donnée qui est déjà un petit peu paramétrée et contrôlée. Mais les niveaux de contrôle sont très différents pour une IA d'aide à la décision et une IA d'aide à la génération, et c'est même pas les mêmes modèles d'entraînement, les mêmes algorithmes, les mêmes bases de données. Donc, à mon avis, on est en plein dans ça, c'est-à-dire que, bon, je pense que c'est des typologies qui sont discutables, hein, celles que j'ai proposées, elles sont évolutives, hein. Mais là, on est typiquement dans un cas où déjà, si le juge avait eu ça en tête et il y avait pu avoir des labels un peu clairs, peut-être qu'il serait pas tombé dans le panneau, cet avocat, et qu'il n'aurait pas eu derrière des sanctions de son ordre. Voilà. Oh non, c'est une question très intéressante. Tu m'as enlevé les mots de la bouche, Fabien, parce que j'avais justement cette même idée de comment, donc on parle dans le contexte du droit, où on a une précision tellement importante, dans le contexte de la santé également, où ça peut amener le professionnel à des faux jugements, des fausses. Peut-être que le cas des RAG, hein, l'arrivée des RAG, où il y a un petit peu plus de contrôle sur les corpus proposés va peut-être être un élément de solution. Donc, je ne m'étends pas trop longtemps. Donc, il y a Samuel qui veut prendre la parole et ensuite Jean-Marc. Donc, Samuel. Oui, merci René. Merci beaucoup Mathieu pour ce panorama toujours aussi riche et stimulant. Euh, Moi, j'aurais une question parce que j'ai lu cette semaine un article qui est paru dans AOC sur la baïonnette intelligente et sur comment est-ce que cet exemple de droit pouvait être appliqué à l'IA. Alors, je vous mets dans le chat le lien vers le truc d'AOC. Euh, Là, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de rentrer dans des questions de droit et de théorie du droit, mais plus sur l'idée qui nous intéresse pas mal dans Arcane, c'est comment la compréhension du passé permet de mieux gérer le présent. Et cette histoire la théorie des baïonnettes intelligentes, c'est quelque chose qui date du début du XXe siècle, donc il y a maintenant très très longtemps. Et je voudrais ton avis un peu comme ça intuitif sur euh, est-ce que aujourd'hui le contexte IA peut vraiment être compris à travers un contexte d'il y a plus d'un siècle sur une technologie qui était complètement différente et qui n'avaient pas les mêmes impacts, on peut dire. Donc, tu vois, là, c'est pas pas tellement une question de juriste, mais plus une question sur l'épistémologie. Est-ce que vraiment on peut partir d'un cas il y a 100 ans pour arriver à gérer aujourd'hui les questions qui se posent? Euh, alors, écoute, c'est une question intéressante qu'on peut poser aussi sous les deux angles, c'est-à-dire que est-ce que la technologie IA doit être appréhendée à partir de ses prémices, Mm. et est-ce que le droit d'auteur est encore pertinent? Et ça, je pense que c'est la discussion d'après, à l'aune de l'IA.
Deux points délicats à trancher, hein. Je pense que quand les modalités de création ont tellement évolué et la manière de valoriser finalement l'acte créatif a tellement évolué, peut-être qu'il est question de rediscuter les fondements et les modalités de valorisation, sacralisation de l'œuvre et de l'artiste. Moi, je trouve que c'est quand même important de maintenir quand même ces bases-là. Moi, j'y suis assez attaché, mais ça peut être intéressant de les rediscuter à l'aune de ces technologies. Et pour la technologie en tant que telle, moi, je pense qu'il y a quand même encore une dimension qu'on voit encore apparaître, c'est celle un peu du turc mécanique. Mm. Quand on voit la présentation qu'a fait Elon Musk de ces robots autonomes, on voit qu'on est encore dans le turc mécanique, c'est-à-dire qu'on projette en fait un usage et en réalité, derrière, il y a un opérateur humain. Je pense qu'avec la puissance aussi de ChatGPT, c'est de s'être appuyé sur une masse colossale de personnes très peu payées dans des pays encore assez pauvres pour pouvoir annoter de la donnée. Et donc finalement, dans quelle mesure c'est pleinement de l'intelligence artificielle ou un travail de fourmi qui a été réalisé en amont pour faire des petites choses qui apportent finalement une valeur discutable. Euh, et on voit par exemple que des boîtes comme AWS, leur structure qui vend l'IA, c'est Mécanique Turk. Donc on est encore sur ça, hein, je pense. Et après, la question de l'IA symbolique, je pense peut-être tu fais aussi un peu référence à ça. Est-ce qu'on peut appréhender les enjeux sociétaux et juridiques de l'IA à travers le prisme de l'IA symbolique quand on parle d'IA connexionniste avancée? Peut-être pas. Peut-être pas, mais en matière de risque pour les emplois, on est sur des choses quand même assez voisines. Mais en matière de déterminisme, à mon avis, on s'est quand même énormément éloigné de l'approche symbolique. Mais il y aura peut-être un nouveau décroisement. On voit que de plus en plus des approches déterministes viennent ajouter, enfin, dire une couche de contrôle à l'IA connexionniste. Donc c'est assez intéressant à voir aussi sous cet angle. Je ne sais pas du tout si j'ai répondu à ta question ou apporté des éléments. Ok, ça va à peu près alors. Bon. Oui, oui, merci. Alors, je passe la parole à Jean-Marc. Oui, merci beaucoup Mathieu. Juste une petite précision. J'étais surpris d'apprendre l'adoption de cette charte par la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, je pense, c'est ça, hein, euh, en 2018. Alors, je voulais juste comprendre parce que, en fait, si je comprends bien, c'est une charte qui a été adoptée euh, à l'interne, là, pour le fonctionnement des systèmes. Du système judiciaire. C'est ça, donc, comment vous pouvez utiliser l'IA? Est-ce que c'est bien ça? Parce que l'année 2018, c'est l'année aussi où, à Montréal, nous, on adopte ce qu'on appelle la Déclaration de Montréal sur l'utilisation, je pense que l'expression, c'est l'utilisation responsable de l'IA, mais qui était général, donc qui s'adressait à à tout le public utilisateur de l'IA. Mais là, c'est vraiment un document qui s'adresse au monde du droit. Est-ce que je comprends? Ouais, exactement. Ouais, oui, c'est ça. C'est une charte en fait qui a été pensée. Alors, à cette époque-là, le mot un peu valise qui parlait de l'IA dans le judiciaire, c'était la justice prédictive. Donc, c'est avec cette logique de justice prédictive, ils se sont dit, il faut qu'on mette en place une charte pour poser quelques premiers jalons et éviter des usages qui pourraient être problématiques pour l'accès au juge, pour le procès équitable, pour l'égalité des armes, pour différents droits fondamentaux et pour éviter aussi qu'il y ait une amplification de discrimination. Oui, mais C'était ça un petit peu la logique. Ouais. est-ce que ça a été mis à jour? Que ça a évolué ou Ben, je peux vous raconter toute la genèse de cette chose-là, parce que je suis encore en plein dedans. Euh, Là, en ce moment, alors au début, moi, ils m'ont fait venir pour travailler sur une labellisation de cet outil-là. Donc, faire en fait une sorte de norme technique qui permettait d'opérationnaliser cet outil. Donc, un peu comme une norme ISO, quoi, hein, avec à l'issue un label. Et ils ont fait marche arrière quand donc ils avaient voté les premiers éléments, mais au niveau du Conseil des ministres, ils ont coupé court parce qu'ils avaient peur en matière de responsabilité. Ils voulaient pas qu'on leur dise vous avez donné tel label à tel outil d'IA, il dysfonctionne, on a eu un gros problème, vous êtes responsable.
et ça aurait pu nuire à leur image de marque et il y aurait pu avoir des indemnités demandées. Donc, ils voulaient pas ça. Donc, ils sont passés sur un modèle d'auto-évaluation. Donc, avec un questionnaire là que j'ai montré très brièvement, quelques petites captures, dans lequel il y a 29 questions à différentes strates en fait de la conception de l'IA et de son usage. Et je crois qu'on a 9 grandes catégories d'usage, hein. Ça va de la traduction à l'aide à la décision, en passant par l'anonymisation des décisions de justice. Et en fonction un petit peu des cas, on va avoir des questions un petit peu différentes qui permettent de voir en fait les risques qu'on court quand on n'a pas fait telle ou telle chose, quand c'est pas auditable, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place. Est-ce que ça facilite, par exemple, le profilage des juges ou pas? Si ça le permet, est-ce qu'on a mis en place des mesures qui permettent de limiter les effets de ce profilage? Comment? Est-ce que c'est limité justement à l'accès à la décision de justice ou est-ce que vraiment c'est entraîné sur le nom des juges pour trouver le bon argument qui leur ferait changer d'avis, etc. Donc, on a opérationnalisé. Là, en ce moment, on le teste justement sur plusieurs juridictions pour l'améliorer déjà et puis pour que ces juridictions-là aient aussi un peu un support d'évaluation quand elles souhaitent soit développer en interne des IA, soit quand elles souhaitent acquérir des licences tierces, sachant qu'ils ont vraiment cette volonté-là en ce moment parce que les avocats n'ont pas vraiment de limite sur les usages de l'IA. Par contre, les magistrats, tout particulièrement en France, alors je ne sais pas exactement dans tous les pays européens, mais en tout cas en France, les juges n'ont la possibilité d'utiliser que les outils qui sont mis à disposition par le ministère. Et ils s'aperçoivent qu'il y a des juges qui, malgré tout, vont utiliser chez eux des chats GPT pour se faciliter la vie. Donc, c'est assez délicat pour eux d'être un peu dans cet entre-deux et ils cherchent à développer des outils qui permettent un certain gain de temps tout en étant contrôlés et en formant aussi leurs juges à ces enjeux. Donc, on en est un peu là. Moi, je trouve ça très intéressant comme champ d'études et paradoxalement, ça peut avoir aussi des incidences dans d'autres domaines. Ces travaux, ça a été quasiment les premiers à travailler sur une charte sectorielle, en fait, hein. Moi, je me souviens quand, au niveau de la réglementation européenne, ils ont commencé à travailler au niveau de la Commission sur la réglementation de l'IA. Ils sont venus voir ce qui se faisait du côté du Conseil de l'Europe et tout particulièrement sur les parties le bac à sable. Je me souviens, c'est quelque chose qui était proposé, qu'on avait proposé, qu'ils ont repris ensuite au niveau du règlement européen. Toute la partie normalisation technique aussi, c'était des discussions qu'on avait entamées où on était parti au départ sur I3E, et ce qui était tout à fait inadéquat, et où on est allé ensuite sur TenSenelec dans une logique un peu de normes harmonisées. Bon, il y a eu des évolutions assez intéressantes. Et puis surtout, après, il y a eu l'IA générative qui est rentrée dans la boucle et c'est devenu un enjeu très important côté commission. Et là, tout s'est accéléré depuis 2 ans un peu partout, en fait, hein. Voilà. Merci. J'aurais une question, Mathieu, au sujet des enjeux de globalisation, en fait. Alors, évidemment, c'est un effort que plusieurs pays mènent pour réglementer les usages de l'IA. Et qu'est-ce qui se passe si, par exemple, dans un contexte donné, puis je pense entre autres à ce qui se passe aux États-Unis présentement, où il y aura, en tout cas, il y a des forces pour aller vers la déréglementation en opposant toujours l'innovation aux usages éthiques, etc. Donc, des approches commerciales qui vont dire, ben voilà, il faut pas réglementer parce que ça va nuire à l'innovation versus la réglementation qui est nécessaire. Et comment tous ces enjeux peuvent se jouer à l'échelle internationale, puisque si, par exemple, l'Union européenne a une réglementation plus sévère et que les États-Unis, par exemple, ont une dérèglement. Qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? Ou encore la Chine, hein, évidemment, comment la Chine aborde la question de la réglementation. Alors, c'est une grosse question que je pose là, mais voilà. Ouais, alors moi j'ai pas de réponse sur ça. Je pense que l'IA va quand même, c'est un enjeu sociétal, c'est-à-dire que la manière dont on intègre l'IA dans une société doit correspondre aux valeurs de cette société-là. Et ça, c'est le préalable. Je pense que et d'abord des enjeux d'abord qui doivent correspondre aux souhaits des citoyens avant d'être le souhait des consommateurs. Ça, c'est peut-être le deuxième niveau, à mon sens.
ensuite, la question, effectivement, de la compétitivité économique, je pense que le problème ne se pose pas tant au niveau de la réglementation. On a tendance à dire, à mettre ça sur le dos de la réglementation comme si c'était la réglementation qui a empêché les Européens d'être compétitifs. Je pense que ça va bien au-delà de ça et que le problème, s'il doit être traité à un autre niveau. Il doit être traité au niveau de la manière dont on pense l'investissement dans la tech en Europe, dont on pense les subventions. En France, par exemple, on a un modèle où on va vraiment stimuler la recherche. Donc, il y aura quand même des financements assez importants au niveau de la recherche. On va financer le lancement des entreprises à travers la BPI à leur premier stade. Par contre, on n'aura pas de fonds d'investissement et de venture capitalistes dignes de ce nom. Et dès qu'une entreprise commence à être à peu près viable et intéressante technologiquement, elle peut être achetée par n'importe quelle autre boîte de n'importe quel pays sans aucun regard ou blocage éventuel. Donc, à partir du moment où c'est ça le tissu économique et qu'en plus les salaires sont beaucoup plus bas en France pour la tech que, par exemple, aux États-Unis et maintenant en Chine, je vois pas en fait en quoi l'enjeu est d'ordre réglementaire. L'enjeu réglementaire, il est là pour peut-être un petit peu limiter les dégâts et faire en sorte qu'on ait peut-être une préférence pour des outils qui ont été conçus avec les valeurs européennes et dans un contexte un petit peu, on va dire, frugal au niveau de l'accès à la donnée, ce qui est peut-être pas plus mal. Si on peut respecter déjà les droits d'auteur et les données personnelles au moment où on entraîne une IA, je pense que déjà on est sur quelque chose de positif. Et en plus, si on peut respecter un peu la culture des pays concernés quand on entraîne le modèle pour qu'on n'ait pas finalement une pensée complètement uniforme qui est amplifiée par des IA, je pense aussi que c'est pas mal. Donc moi, je suis plutôt favorable à une réglementation un peu on va dire, conséquente en matière d'IA. C'est pas forcément ce que je pense dans d'autres secteurs de la tech, mais alors en matière d'IA, je pense que on n'est même pas allé assez loin du tout. Voilà. Alors, merci beaucoup, Mathieu, donc pour tout, c'est vraiment des débats de société incroyablement importants actuellement, je pense. Hein, c'est presque les fondements de nos démocraties qui sont concernés. Alors, je vais passer la parole donc à Madame Gendreau. Je pense que j'ai un petit peu changé le protocole qu'on avait, effectivement. On présentait toujours à chaque fois nos invités de façon différente, on l'a déjà fait. Donc, je vais vous passer immédiatement la parole une trentaine de minutes d'intervention, puis ensuite, on va effectivement passer à une période de questions pour vous, mais également pour nos deux invités. Donc, on va répondre, les questions peuvent venir de part et d'autre. Alors, voilà, on vous écoute. Eh bien, merci beaucoup. C'est quand même très particulier d'intervenir après une présentation qui couvrait si large tous les impacts de l'intelligence artificielle. Moi, je ne vais cibler qu'un petit secteur, mais c'est un secteur que j'aime beaucoup et puis qui nous touche tous quand même, la question du traitement du droit d'auteur dans le contexte de l'intelligence artificielle. Et peut-être pour faire le pont avec ce qui vient d'être dit avant de me lancer formellement dans la présentation, euh, pratiquement tous mes collègues travaillent sur l'intelligence artificielle. On oublie pratiquement tous les autres enjeux qu'il peut y avoir en droit d'auteur et pourtant il y en a encore beaucoup. Mais ce que j'ai remarqué d'assez frappant, c'est que mon collègue français est certainement au courant de l'existence de plusieurs universitaires qui sont très favorables aux exceptions en matière de droit d'auteur, depuis fort longtemps d'ailleurs. Et ce que j'ai trouvé très spécial depuis un an ou deux, justement, avec ChatGPT qui devient plus connu du public, c'est que même du côté de ces grands défenseurs d'exception au nom de la liberté d'expression, de l'accès à la culture et tout ça, on commence à dire, il faut quand même qu'il y ait une rémunération. Donc, je ne peux pas dire que c'est une conversion entière, mais il y a quand même plusieurs personnes qui, tout d'un coup, semblent trouver que, malgré tout, il y a du bon dans le droit d'auteur. Donc, étant donné que je m'adresse surtout à des personnes qui n'ont jamais fait de droit d'auteur, je me dis quand même que vous avez tous une compréhension assez intuitive de ce dont il est question.
Ça me permet donc de faire, malgré tout, je dirais, une sorte d'introduction très générale qui peut prendre un certain temps pour vous permettre de comprendre l'importance des enjeux en matière d'intelligence artificielle. Parce que tout se tient en matière de droit d'auteur, c'est très marqué. J'ai différents points. Le premier, c'est que dans ce débat sur l'intelligence artificielle, il y a toute la question des objectifs du droit d'auteur. Pourquoi a-t-on du droit d'auteur? Que veut-on accomplir avec une protection de droit d'auteur? Les opinions varient, il y a différentes théories. Si on veut résumer de manière très synthétique, on peut dire que d'abord, le terme même de droit d'auteur signifie qu'on cherche à valoriser la création d'auteur et cette valorisation de la création d'auteur passe par différentes règles que l'on trouve dans les lois sur le droit d'auteur. Donc, notre point de départ peut être celui de la valorisation de la création humaine, de cette dimension qui fait que, dans le fond, on est plus que des animaux et on est capable de créer des choses vraiment spectaculaires. On oppose souvent, parce qu'on veut faire une caricature, mais personnellement, je ne crois pas que c'est une opposition si nette. On oppose souvent cette question de valorisation des créateurs à celle de favoriser le progrès des connaissances. Le droit d'auteur existe d'une certaine manière pour faire tourner la roue de la création de façon à faire progresser les connaissances. Un auteur est rémunéré et cette rémunération va l'encourager à continuer de créer. Et c'est quelque chose qui est vrai, enfin qu'on peut très bien imaginer à l'échelle individuelle, mais on peut aussi l'imaginer à une plus grande échelle, sachant qu'un auteur X touche des redevances parce qu'il a fait des créations, mais ça peut encourager d'autres personnes à continuer aussi à faire de la création et ainsi de suite. Si on parle beaucoup justement de cette favorisation des connaissances, c'est parce qu'on a souvent tendance à dire que si on veut répandre les connaissances, ça signifie qu'on a besoin d'un accès entièrement libre à toutes les œuvres, voulant dire surtout un accès qui serait gratuit pour ne pas créer de barrières à cet accès aux œuvres. Il y a aussi une autre dimension derrière cette vision-là, c'est que dans la Constitution américaine, parce qu'il ne faut pas se cacher, on a un grand débat sur le positionnement des États-Unis par rapport à l'intelligence artificielle, dans la Constitution américaine, il est mentionné effectivement que le Congrès peut adopter des lois sur le droit d'auteur et sur les brevets dans le but de favoriser les connaissances. Donc, il y a même une dimension constitutionnelle chez certains qui fait que le et On a des petites difficultés de transmission, semblerait-il. euh, dans cette vision. Donc, avec ces deux façons de concevoir pourquoi on a des règles en matière de droit d'auteur, il faut d'abord regarder la question de la protection de l'œuvre. Et depuis toujours, on se demande qu'est-ce que c'est une œuvre qui mérite d'être protégée? Une œuvre, c'est une création humaine et c'est plus particulièrement une façon de s'exprimer. C'est la façon dont un auteur s'exprime. Et cette expression de l'auteur est protégée alors que les idées qui sont véhiculées par ce que l'auteur exprime, elles, ne sont pas protégées. On veut laisser les idées de libre parcours pour permettre à tout un chacun de travailler sur ses idées et ainsi d'avoir des créations diverses à partir d'idées générales. On a aussi, dans cet univers-là, l'association entre faits et idées. C'est-à-dire, les idées ne peuvent pas être protégées, c'est seulement leur expression qui l'est,
mais on dit aussi les faits eux-mêmes ne peuvent pas être protégés. Dire que tel jour, à telle heure, tel auteur est décédé, c'est un fait et personne ne peut, par le biais du droit d'auteur, s'accaparer le monopole sur ce type d'éléments. Donc, les idées et les faits ne sont pas protégés, mais c'est leur expression, la façon de les présenter qui devient protégée par le droit d'auteur. Et pour faire cette distinction entre idées ou faits et protection et expression, on est dans une situation qui est, je dirais, où les zones grises foisonnent. Vous avez à une extrémité la possibilité d'avoir des idées où tout le monde s'entend pour dire qu'il ne s'agit que d'une idée, et de l'autre côté, vous avez l'expression qui, elle, sera protégée et tout le monde s'entend là-dessus. Parce que l'œuvre qui se crée entre l'idée et l'expression, étant donné que c'est sa mise en forme par un auteur en particulier, mais ça fait en sorte que cet auteur va raffiner l'idée. Et l'exemple le plus facile, le plus classique qu'on utilise, c'est celui de Roméo et Juliette. Qu'est-ce que c'est l'idée de Roméo et Juliette? C'est une histoire d'amour impossible entre deux jeunes de maisons rivales. On est dans le domaine de l'idée. Et quand on commence à préciser l'ordre dans lequel tous les éléments de l'histoire vont s'enchaîner, on est déjà en train de mettre forme à cette idée et même si parfois les vocabulaires peuvent diverger, et ça va faire en sorte que, oui, Shakespeare écrit d'abord Roméo et Juliette, mais si on voit une adaptation cinématographique, si on voit un opéra Roméo et Juliette, un ballet Roméo et Juliette, où là, il n'y a même pas de mots, la façon dont ça nous est présenté, on sait bien que c'est l'œuvre de Shakespeare qui nous est présentée parce qu'on reconnaît cet enchaînement d'éléments qui correspond à la manière d'exprimer l'idée. Et ça va faire en sorte que on peut reconnaître l'œuvre à travers des modes d'expression complètement différents. On a parlé de traduction un peu plus tôt. Si je lis Shakespeare en français, je ne lis pas les mots que Shakespeare a écrits, mais pourtant, je sais que je lis le texte de Shakespeare. Donc, l'œuvre, c'est quelque chose qui se trouve en même temps derrière les mots, entre les lignes, mais qui est guidé par ce que ces mots, ce que ces lignes nous indiquent sur le développement de l'idée pour en faire une expression. L'œuvre doit être protégée, mais uniquement si elle est originale. Il y a toujours un critère qui va faire en sorte que, oui, on peut avoir un exercice créatif, mais cet exercice créatif sera protégé uniquement si on considère que le résultat reflète l'originalité de l'auteur. Alors, là, il y a des thèses et des thèses sur cette notion-là pour identifier ce qu'est une œuvre originale, mais je dirais peut-être qu'une chose importante que l'on doit retenir, c'est le fait que, oui, on a un tel critère, et le simple fait d'avoir un critère, ça signifie que certaines œuvres répondent aux critères et certaines autres n'y répondent pas et ne sont pas protégées. Et c'est normal qu'elles ne soient pas protégées. Donc, l'idée n'est pas qu'on doit protéger tout acte de création, mais on protège celui qui est original. L'originalité a évidemment toutes sortes de définitions selon les approches de droit d'auteur. Je préfère rester dans une approche que je dirais plus francophone et ça me permet de passer à quelques mots sur le statut d'auteur. Qu'est-ce que c'est être un auteur en droit d'auteur? C'est être la personne qui fait l'expression de l'idée. Donc, l'auteur est celui ou celle qui va mettre en forme une idée qu'il a dans sa tête. Et ce que, j'anticipe un peu, mais ce que l'intelligence artificielle nous fait réaliser beaucoup plus que, je dirais, il y a 10 ans, où on se posait certaines questions, mais pas avec l'acuité d'aujourd'hui,
c'est qu'on a toujours pris pour acquis que cette expression d'originalité était celle d'une personne humaine. Et on retrouve ici et là des cas très amusants qu'on peut discuter en classe sur des singes qui ont fait des tableaux, des singes qui ont fait des photos. Ça, c'est une cause un peu plus récente. On a l'exemple classique de la brosse qui est attachée à la queue d'un éléphant, trempée dans la peinture, et ça va donner un certain résultat. Ça peut ressembler à certaines œuvres contemporaines, mais quand même, c'est un cerveau d'animal ou non, même quand c'est juste la queue qui se balance, qui a produit cette œuvre-là. Donc, on est toujours derrière l'idée que l'auteur est une personne humaine et c'est beaucoup remis en question avec l'intelligence artificielle. Maintenant, ce droit d'auteur est un droit qui évolue au gré de la technologie. C'est encore quelque chose de très connu. L'idée du droit d'auteur a pu vraiment prendre naissance lorsque l'imprimerie est arrivée. Et on voit alors qu'au fur et à mesure que les technologies progressent, on se pose la question de savoir si le droit d'auteur est pertinent dans ce contexte-là. Donc, on commence avec l'imprimerie où on se dit, on est capable de reproduire mécaniquement ce que des scribes faisaient auparavant, mais l'auteur ici devrait avoir une forme de rémunération. Et évidemment, cette mécanisation de la reproduction a fait disparaître un certain métier de copieur. J'ai lu un livre extrêmement intéressant que je vous recommande tous qui s'appelle The Bookseller of Florence. Et c'est un livre sur un homme dont la fonction était d'identifier des manuscrits à copier et il avait, lui, toute une armée de copieurs à qui il donnait la tâche de copier les textes pour ses différents clients. Et ses clients, ben, c'était les rois, les papes, les grandes cours. Et il a vu l'arrivée de l'imprimerie, puis nous, on sait évidemment, mais déjà, on voit qu'il pressentait un peu que c'était en train de changer son métier, que ça ne serait plus la même chose. Donc, on a au départ une imprimerie qui nous permet de voir l'œuvre immédiatement et qui nous permet de toucher le support sur lequel se trouve l'œuvre. Poussons ensuite au fin 19e, début 20e, on a l'arrivée des enregistrements sonores pour aller du côté musical, parce qu'au départ, il y avait, oui, la reproduction de texte, mais la reproduction de partitions de musique. Mais quand on arrive ensuite, fin 19e, début 20e, avec les enregistrements sonores, on sait qu'un disque contient certaines œuvres. Et on le sait, mais pour avoir accès à ces œuvres-là, on a besoin d'un appareil avec lequel écouter l'œuvre. Donc, à sa face même du disque, on ne voit pas l'œuvre, mais au moins on sait qu'on a un support tangible qui va nous permettre d'avoir accès à l'œuvre en question. Poussons encore plus loin avec l'informatique. On arrive avec les logiciels, les programmes d'ordinateur, et notre notion de reproduction continue d'évoluer. Et c'est presque un leap of faith, comme il dirait en anglais, parce que là, on ne le voit pas dans le programme d'ordinateur, mais on peut même souvent ne pas le tenir dans nos mains, le support sur lequel existe l'œuvre en question. Donc, on a poussé la dématérialisation à une forme qui nous paraît très éphémère et qui peut être d'autant plus éphémère que les mémoires d'ordinateur peuvent durer longtemps, mais peuvent durer aussi moins longtemps. Et malgré tout, on considère qu'on a des exemplaires d'œuvres en format numérique. Donc, c'est une évolution qui touche les modes de reproduction. On a une évolution du droit d'auteur aussi qui est, je dirais, plus conceptuelle, à laquelle on a déjà fait allusion, dans le sens que
une œuvre peut être reproduite, mais parce qu'on la transforme dans un autre médium. Et le cas classique, c'est l'adaptation cinématographique d'un roman ou son ballet, son opéra, donc la traduction. On est dans des contextes où l'œuvre évolue, l'œuvre est présentée autrement, elle fait intervenir de nouveaux créateurs, mais ces nouveaux créateurs, pour faire leur film, leur opéra, leur ballet, si l'œuvre de base est protégée par droit d'auteur, doivent aller chercher une autorisation. Donc, on est ici dans une création d'œuvres dérivées. On n'a pas tellement le terme en droit d'auteur canadien, mais il existe en droit français et puis en droit américain. Et c'est un concept qui nous permet de voir qu'à l'intérieur d'une même œuvre peuvent se retrouver plusieurs œuvres. L'œuvre que l'on a adaptée et l'œuvre qui résulte de notre adaptation. Donc, ce n'est pas de la reproduction mécanique. J'appellerais ça davantage une forme de reproduction euh, 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 intellectuelle ou conceptuelle. Maintenant, qu'est-ce que nous arrivons à l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qui se passe? L'intelligence artificielle, avec ses enjeux pour le droit d'auteur, soulève les enjeux à la fois actuellement au moment de l'entraînement de l'intelligence artificielle et au moment de la production par intelligence artificielle. Donc, l'entraînement pour l'intelligence artificielle met en cause notre notion de reproduction. Et la production avec l'intelligence artificielle met en cause notre notion de création. Alors, quand on est dans le contexte de reproduction, de l'entraînement de l'intelligence artificielle, la plupart des gens, quand même, s'entendent pour dire qu'il y a une forme de reproduction. C'est de la reproduction à très que pour la numérisation, pour la bibliothèque Google, qui leur permet où là, ils veulent numériser l'ensemble de ce qui existe dans les bibliothèques, en fait, leur processus de reproduction, c'est l'équivalent de l'utilisation de la technique d'imagerie de scan en scan médical pour faire les feuilles, faire les tranches, feuille par feuille, pour reproduire une œuvre. Donc, c'est un travail qui est très automatisé, qui peut être très rapide et qui permet alors de reproduire une quantité phénoménale d'œuvres en relativement peu de temps. C'est à eux de nous le dire, mais en général, ils ne s'en vantent pas trop du temps que ça leur prend pour le faire. Donc, parce qu'on est dans un univers de reproduction, on se pose des questions par rapport aux exceptions. Parce que dans des lois sur le droit d'auteur, on trouve toujours un ensemble d'exceptions qui vont permettre aux utilisateurs des œuvres de reconnaître que le droit d'auteur existe sur l'œuvre qu'ils veulent utiliser de différentes manières, mais en même temps, on va leur dire, à cause du type d'utilisation que vous voulez faire, on considère que vous n'avez pas à obtenir d'autorisation, vous n'avez pas de rémunération à donner à l'auteur. Il y a tout un autre pan de ce qui s'appelle la rémunération équitable, mais je ne veux pas entrer là-dedans tout de suite. Donc, les exceptions sont là pour faire en sorte que on puisse éviter l'application du droit d'auteur et donner pleine liberté à l'utilisateur. Dans cet univers des exceptions, pour l'intelligence artificielle, je dirais qu'aujourd'hui, on est en présence de débats qui tournent autour de 3 types d'exceptions. La première, c'est l'exception qu'on appelle ici de fouille de texte et de données, en anglais Text and Data Mining, TDM. Qu'est-ce que c'est? C'est une exception qui a été intégrée dans une directive européenne de 2019 qui permet à des organismes de recherche et des organismes culturels de reproduire et aussi de diffuser des œuvres qui vont éventuellement mener à cette diffusion, mais qui va leur permettre de reproduire les œuvres parce qu'elles le font
ces organismes-là, ils le font à des fins de recherche, à des fins... Donc, la fouille de textes et de données, c'est un peu la numérisation de l'œuvre sans trop se soucier du message qui est véhiculé, quoique on va devoir avoir besoin du message quand va arriver le temps de la création. Et on considère que parce qu'on n'arrête pas le progrès, que l'intelligence artificielle, c'est le progrès, on doit tous aller vers là. Donc, on a des circonstances où il est autorisé de faire ce type de reproduction, de fouille de textes et de données pour les fins qui ont été identifiées. Donc, quand c'est fait pour les organismes culturels et les organismes de recherche, il s'agit d'une exception qui est pleine et entière. Dans la même directive, vous avez une autre exception, ou plutôt un autre contexte d'exception pour la fouille de textes et de données. Pour tous les autres types d'utilisation des œuvres. Et on dit dans ce contexte-là, oui, les gens peuvent faire les reproductions, sauf si l'auteur a signifié de différentes manières qu'il ne souhaite pas que son œuvre fasse l'objet de cette fouille de textes et de données. Donc, on demande ici une démarche expresse de la part de l'auteur pour dire, moi, je ne veux pas que vous utilisiez mon œuvre dans ce type d'exercice. Ils appellent ça le opt-out et ça donne lieu à énormément de discussions pour savoir comment on met en place cette notion de opt-out. Donc, c'est l'exception qui est connue actuellement dans l'Union européenne. Ce dont on parle beaucoup, c'est d'élargir la première version, de ne pas se limiter aux organismes de recherche et aux organismes de patrimoine culturel, d'être plus généreux dans les exceptions et d'avoir moins de opt-out. Donc, même s'il y a déjà ce texte-là, la discussion continue par rapport aux exceptions. Deuxième modèle d'exception qui a été conçu en 2018, c'est celui qui existe au Japon. Alors, l'exception japonaise, elle a fait le tour du monde en matière d'intelligence artificielle parce qu'elle a formulé l'utilisation des œuvres dans un contexte, dans le fond, d'entraînement. La fouille de texte et de données, c'est une façon d'entraîner les ordinateurs. Elle a formulé cette forme de recherche, cette forme d'entraînement en disant qu'il est permis de faire ce type de reproduction, ce type d'entraînement, lorsque on ne cherche pas à jouir des idées et des sentiments qui sont véhiculés par l'auteur dans ce qu'il a fait. Donc, c'est un peu une sorte de reproduction à froid. On ne veut pas savoir quel est le moment fort. On ne fait pas ça parce qu'on est en train de vouloir lire l'œuvre. On fait quelque chose d'entièrement mécanique, désincarné, très froid. Et c'est ce qui permet à des entreprises d'intelligence artificielle de numériser, de faire cet entraînement de logiciels parce qu'ils le font sans aller chercher l'essence même de l'œuvre. C'est de cette manière que c'est compris. Et troisième exemple d'exception qui, dans le contexte mondial, est très important, c'est, vous avez probablement tous entendu parler de l'exception du fair use en droit d'auteur américain. Il y a beaucoup de débats aux États-Unis. Il y a au moins une trentaine de causes devant les tribunaux. Et le Register of Copyrights, qui est une personne très importante dans la structure du droit d'auteur aux États-Unis, travaille actuellement sur un rapport sur ce qu'elle va autoriser ou non en matière d'intelligence artificielle pour indiquer ce qui peut être acceptable comme exception ou non. Est-ce que l'intelligence artificielle, compte tenu de l'interprétation d'aujourd'hui de cette exception déjà connue de fair use, est-ce que cette intelligence artificielle a besoin d'une autre exception, mettons un texte comme l'exception japonaise, ou bien est-ce qu'au contraire, on peut considérer que ce qu'on a actuellement convient,
les tribunaux vont finalement peaufiner la situation et on n'aurait pas besoin d'intervenir dans la loi, ce qui est toujours une opération extrêmement délicate et très pleine d'embûches pour tous les participants dans un tel processus. Donc ça, c'est lorsqu'on entraîne notre intelligence artificielle. Plusieurs entreprises recherchent des exceptions pour pouvoir le faire sans avoir à rémunérer. Maintenant, cette intelligence artificielle va produire quelque chose, on parle de création. Est-ce que le dernier Rembrandt qui est sorti, est-ce que c'est une œuvre? Et ça nous renvoie à notre notion d'auteur. Est-ce qu'on peut prétendre qu'une intelligence artificielle doit bénéficier de protection au même titre qu'un auteur personne physique? On examine qui sont les personnes derrière l'intelligence artificielle. Parce que vous savez, ils sont très habiles à parler de ça en termes d'intelligence artificielle. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est de la programmation informatique très de haute voltige et il y a des gens derrière ça qui veulent faire différents produits. Donc, est-ce qu'on veut que ces personnes-là qui aiment beaucoup être dans l'ombre et qui préfèrent mettre de l'avant leur outil, l'intelligence artificielle, est-ce qu'on veut considérer ces personnes-là comme des auteurs? Et aussi, est-ce que ces personnes-là peuvent devenir responsables de violations de droits d'auteur? Est-ce qu'on peut identifier des actes de violation de droits d'auteur dans ce qui est produit par l'intelligence artificielle? Tout ça dépend de l'ampleur de l'entraînement de la machine et du type de question qui lui est posée. Donc, en conclusion, on attend le rapport du Register of Copyright. Je crois que ce sera très intéressant. On attend les décisions américaines et on attend l'évolution qui se fait partout dans l'Union européenne, dans tous les pays, pour voir comment apprivoiser la bête. Et aussi, on le fait en ayant malgré tout un certain sentiment d'urgence parce que tant qu'on n'est pas bien fixé sur ce qu'on doit faire, le milieu continue d'évoluer et il se crée des habitudes qui deviendront très difficiles à faire perdre si le résultat donne naissance à une forme de protection qui doit être structurée d'une manière ou d'une autre. Donc, je voulais terminer là-dessus. Merci pour votre attention. Et j'ai très hâte d'avoir l'occasion d'en discuter avec vous. Merci beaucoup. C'est vraiment, encore une fois, très intéressant. Ça nous touche de près dans le groupe Arcan, toutes les questions de droit d'auteur. Est-ce qu'il y a des questions qui se posent donc auprès des participants? J'aurais peut-être une question concernant, oui, d'accord, Samuel, une question concernant les styles. Hein. Mathieu nous montrait par exemple un Munch qu'on peut reproduire à X exemplaires. Et puis l'autre question, justement, qu'on est rendu à un point, et puis c'est quelques années à peine, où Mathieu nous disait qu'il y a plus d'œuvres produites par intelligence artificielle qu'il y a d'œuvres produites par des humains actuellement. Donc, on se trouve dans une situation aussi de vitesse extraordinairement élevée. On sait que les processus légaux, ça prend du temps à mettre en place et tout. Alors, pouvez-vous nous parler de cette situation? Mm. Je pense que vous identifiez aussi un problème que je n'ai pas eu le temps de signaler, c'est la question de la protection du style. Il a toujours été convenu en droit d'auteur qu'on protège les œuvres et qu'on ne protège pas le style de l'auteur. Et avec certains usages de l'intelligence artificielle, on peut effectivement produire quelque chose qui est dans le style de les différentes personnes ou différentes époques ou quelle que soit l'identification que l'on veut faire. Et c'est une chose qui est particulièrement troublante en matière de droit d'auteur parce que ça a toujours été un élément fondamental de la question de la protection. C'est qu'on ne peut pas protéger le style. Mais c'est sûr que quand on fait des reproductions qui ressemblent à un tel ou un tel autre, surtout quand on aura quand on est en présence d'œuvres protégées, ben, on se dit
est-ce qu'un auteur peut s'insurger contre une reprise de style? À ma connaissance, actuellement, il n'y a pas encore de démarche faite sur ces questions-là, mais je pense que euh, c'est un concept fondamental, mais on peut se demander, est-ce qu'on devrait garder ce concept-là? Est-ce que c'est immuable de penser que on ne peut pas reproduire le style et voudrait-on encadrer cette question de reproduction de style? Euh, je ne sais pas. Donc, ça ouvre vraiment tout un pan d'interrogation. C'est une question donc encore en suspens, hein. Puis je Oui, pense aussi aux musiciens en particulier, parce qu'il y a eu des cas là, justement de musiciens qui voulaient s'opposer. Et donc, est-ce qu'ils peuvent avoir un opting out, justement? Est-ce qu'un musicien est en position, en bonne position, s'il dit, ben voilà, moi, mon style, c'est le mien, je ne veux pas qu'il serve d'aucune façon, je suis contre les œuvres d'intelligence artificielle qui vont essayer de copier mon style. Est-ce que l'auteur humain a une certaine forme de protection de ce côté-là ou pas du tout? Parce qu'en fait, l'IA ne fait que générer un style finalement, dans le fond. oui. Ben, c'est sûr que la question du droit moral peut être soulevée, mais le droit moral doit être lié à certaines œuvres, pour le dire. Est-ce qu'on peut parler du droit moral sur l'ensemble de l'œuvre d'un auteur? Est-ce qu'on devrait avoir une telle conception par rapport à un droit moral qui existe sur chaque œuvre? Ça, c'est une possibilité. Euh, c'est, euh, Ce sont des utilisations qui sont quand même assez particulières. Et en termes d'exception au droit d'auteur, les exceptions de parodie, de pastiche, voyons, puis un troisième, parodie, pastiche et euh, en tout cas, donc des exceptions qui sont tout à fait liées à la valorisation d'une certaine forme d'expression, où on se dit que ce ne sont pas tous les auteurs qui sont prêts à accepter qu'il y ait des parodies de leurs œuvres, parce qu'il y a toutes sortes de styles de parodies. Il y en a qu'on peut trouver amusantes, mais il y en a d'autres qu'on peut trouver de mauvais goût. Donc, il y a- c'est, on a toujours admis, enfin toujours non, mais on admet très facilement des exceptions au droit d'auteur dans ces contextes-là. Est-ce que l'entraînement de l'intelligence artificielle correspond à ce type d'exception? Une autre question qui peut venir ici. Ce sont des vraies questions, hein, pas encore répondues. Je vais passer la parole à Samuel et puis il y a Jean-Marc qui veut intervenir et Mathieu également, hein, si tu veux intervenir. Donc, dans le débat, on va venir à une discussion entre vous aussi qui ramène en fait autant les points que tu as soulevés que ceux que Isole vient de nous mentionner. Donc, d'abord, Samuel, Oui, et je me ensuite Jean-Marc. permettrais juste, je crois que le troisième, c'est caricature Oui, pour les oui. exceptions. Ah, merci. En passant, je souligne les commentaires que Gabriel a fait là, dans le chat avec certains liens sur le droit d'auteur dans le cadre de la disque. Alors, oui, Samuel. Oui, merci beaucoup, Isolt, pour votre présentation. Alors, moi, j'aurais une question qui s'adresse à vous, mais peut-être aussi à Mathieu, et puis peut-être aussi plus largement à l'ensemble des participants. Euh, à un moment, vous avez parlé en parlant des cas japonais, hein, peut-être j'ai mal compris, mais euh, d'une notion qui s'appelle l'essence même de l'œuvre. Et moi, ça m'a fait penser aux discussions qu'on a eues la semaine dernière avec Yves Ginga sur l'esprit de l'ours. Parce qu'il nous disait que la Cour suprême du Canada avait pris en compte euh, la notion de l'esprit de l'ours, c'est-à-dire que les autochtones avaient dit, bah non, vous n'allez pas installer une station de ski à tel endroit dans ce paysage-là, parce qu'il y a l'esprit de l'ours ici. Et quand vous parlez d'essence même de l'œuvre, alors, c'est un raccourci qui est peut-être un peu rapide, mais je pense qu'on pourrait avoir la même difficulté à essayer de décrire rationnellement ce qu'est l'essence même de l'œuvre, de la même manière que on a des difficultés à décrire rationnellement l'esprit de l'ours. Et du coup, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que pour deux choses. La première, c'est que
les questions d'IA nous font remonter des questions profondes, épistémologiques, philosophiques, sur c'est quoi, dans quel monde on vit et comment on est capable de le comprendre. Et la deuxième chose, c'est l'ouverture du droit par rapport à ces questions-là, que n'ont pas les philosophes analytiques et dans leur manière très stricte de concevoir la vision du monde d'un point de vue rationnel. Donc ça, c'était pour un peu le contexte. Et donc dans ce contexte-là, est-ce que le droit ne peut pas apporter des clés aussi pour, d'une certaine manière, redonner du droit à l'esprit? Et pas forcément à l'esprit d'une œuvre ou à l'essence de l'œuvre, mais aussi à l'esprit d'une montagne, à l'esprit d'un fleuve. Et en quoi l'IA, du coup, par ces questionnements, nous amène finalement à trouver des solutions qui vont nous redonner une capacité d'appréhender quelque chose qui est très ancien et que la rationalité a en partie occulté. Je ne sais pas si j'ai été très clair, hein. Euh, Ben, je dirais, ce que vous dites me fait penser au débat que l'on a en matière de droit d'auteur sur les questions de la protection des œuvres autochtones. hmm. C'est un débat qui est difficile en droit d'auteur parce que le droit d'auteur repose sur une protection qui éventuellement débouche sur le domaine public. Donc, Munch, il est dans le domaine public. N'importe qui peut faire des variations sur le cri de Munch et sur toutes ses autres œuvres. Mais euh, quand on est dans le contexte de la protection des œuvres autochtones, au contraire, on est dans un univers de création qui est très ancien et qui, selon nos critères, en général, serait dans le domaine public. Donc, on voudrait que ce soit, on voudrait que ce soit protégé, mais ce désir de protection se heurte à notre conception qui fait qu'on valorise l'existence du domaine public aussi. Donc, ça, il y a cette difficulté-là avec le savoir traditionnel. Il y a aussi la difficulté d'identifier qui est l'auteur avec le savoir traditionnel, parce que ce savoir se construit de génération en génération. Donc, oui, on connaît en droit d'auteur la création à plusieurs auteurs, mais dans la même période de temps. Tandis qu'avec le savoir traditionnel, on peut avoir des auteurs qui vivent à différentes époques et qui ont globalement formé l'esprit de l'ours, justement, là. Alors, ça soulève des questions par rapport à l'identification de la personne ou l'entité qui aurait à bénéficier de la protection. Et tout comme avec l'intelligence artificielle, on se dit, bien, il y a des protections qui pourraient exister pour des personnes morales ou des personnes qui ne seraient pas, qui n'auraient pas fait œuvre d'originalité au sens du droit d'auteur. Donc, on vient, encore une fois, heurter les concepts généraux du droit d'auteur. Alors, je trouve ça intéressant de faire le parallèle entre ces discussions sur ces choses très anciennes, le savoir traditionnel, et très contemporaine avec l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est un très bon point. Ça montre qu'on peut aller chercher de l'inspiration ailleurs aussi. Et ça amène aussi justement toute la question de la notion même de droit d'auteur. On sait elle est quand même pas universelle, cette notion de droit d'auteur, très liée évidemment à la montée notamment du capitalisme à une certaine époque donnée et qu'il y a des traditions, donc par exemple chez les Autochtones, qui ne demande pas la protection finalement de l'œuvre d'un individu. Et puis on pense aussi aux créations anonymes du Moyen Âge, etc. Donc on a l'impression que l'IA vient justement rebrasser toutes ces cartes en profondeur, de dire que cette notion de droit d'auteur qui est quand même située de façon géographique et de façon temporelle, elle n'est pas amenée à être éclatée à cause justement de ce qui se passe actuellement. Est-ce que cette notion aussi très romantique de l'auteur peut tenir le coup
avec ce qui se passe. Et donc, peut-être que juste avant que Jean-Marc intervienne, Mathieu, tu pourrais peut-être commenter donc cette, cette question de Samuel. Oui, moi je trouve que l'esprit de l'ours c'est très mignon et je trouve ça sympa comme idée. Et effectivement, c'est bon. Alors la notion d'originalité a été discutée très précisément tout à l'heure, hein, donc je vais pas y revenir sur la question de l'empreinte de la personnalité. Cet esprit de l'ours, la manière dont il est formalisé, en tout cas en droit français, c'est l'empreinte de la personnalité. Donc c'est difficile de déjà d'identifier ça. Et quelle est la personnalité? Déjà, les personnalités, elles sont évolutives, hein, chez les êtres humains. C'est pas de celle-là qu'il s'agit, mais déjà, c'est déjà un premier point. Et sur l'IA, on part du principe qu'il n'y a pas de personnalité, en tout cas juridique, d'une IA. Donc, on peut pas lui attribuer en plus une personnalité sensible. Donc, vraisemblablement, en tout cas, l'œuvre n'est pas originale et protégeable. Donc, l'esprit, il se retrouve un peu dans cette notion d'empreinte de la personnalité. Euh, Après, effectivement, est-ce que ça inviterait pas à déplacer l'objet, les critères de la propriété intellectuelle vers quelque chose qui serait pas que le style, mais l'intentionnalité? Ça pourrait être intéressant. Je suis d'accord aussi avec ce qui a été dit, hein, que c'est quelque chose de temporel et quand même localisé. Euh, je partage pas forcément l'avis que c'est complètement que capitaliste. Je pense que c'était peut-être plutôt aussi une manière de contrebalancer le capitalisme et que des approches, par exemple, de Creative Commons, vont, elles, servir le néo-capitalisme actuel. Donc, je pense que le droit d'auteur est peut-être aussi une protection pour les créateurs et un moyen de les rémunérer et faire en sorte qu'ils soient pas complètement dépossédés au profit de grandes plateformes qui en font finalement leur matière première, hein, leur fuel. Donc, bon, je pense qu'il y a certainement beaucoup à voir autour de ça. Peut-être une petite jonction avec une autre technologie, moi, qui m'intéresse beaucoup, qui est la blockchain et tout particulièrement les NFT. Je pense que ce mode de formalisation d'une œuvre par un artiste permet en tout cas peut-être de créer une forme de rareté numérique et de penser des nouvelles manières de protéger peut-être la créativité humaine, de l'authentifier, de la faire circuler et de même la réifier, d'en faire un objet. Et je pense que ça peut être aussi assez intéressant à mettre en parallèle de l'IA, notamment avec sous l'axe de l'opt-out, pour aussi faire en sorte que ces capsules finalement de propriété intellectuelle intègrent aussi la manière dont on accepte ou non qu'elles soient utilisées pour tel ou tel type d'IA. Par exemple, moi, j'aurais peut-être envie que un dessin que j'ai fait et que j'ai mis sous forme de NFT soit utilisé par des IA qui suivent un certain nombre de critères éthiques, qui sont éventuellement gratuites ou qui me rémunèrent de telle manière et qu'elles soient francophones. Ça pourrait être mes critères. Et le robot d'indexation aurait la possibilité de faire ce type d'entraînement, mais que ce soit tout à fait étanche. Donc, je pense que on va vers, de toute façon, une complexification de tout ça avec un esprit des ours, mais aussi un esprit des êtres humains et un esprit des lois aussi, parce que c'est quelque chose dont on parle et c'est intéressant de voir un peu d'où elles viennent, ces lois, parce que pour les faire évoluer, il faut comprendre leurs racines et leur évolution et leur évolution variable aussi en fonction des pays. Je trouvais très intéressant, moi, en tout cas, cet exemple japonais qui a été présenté par Isol tout à l'heure. Et je pense que dans les pays asiatiques, par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé sur le droit d'auteur en Chine, c'est quelque chose qui n'est pas du tout un élément culturel chez eux, qui leur a été imposé à travers notamment l'OMC et l'approche confucéenne et marxiste, enfin marxiste, maoïste, est quand même assez distincte d'une approche par le droit d'auteur. Donc, et même dans une approche chinoise, recopier une œuvre, c'est rendre hommage à l'auteur, enfin à la personne qui a fait l'œuvre antérieure sur laquelle on s'appuie, qui est souvent le maître à penser ou le maître à produire. Donc, bon, dans une perspective chinoise, à mon avis, la génération de création à travers l'IA doit être positionnée de manière complètement différente. Donc, bon, voilà, Vraiment quelques réactions. passionnant. Alors, je passe la parole à Jean-Marc. Il y a aussi Fabien qui va prendre la parole par la suite. Simplement pour vous rappeler qu'il nous reste environ une dizaine de minutes pour nos interventions. Donc, Jean-Marc. Oui, merci beaucoup, Isolde. C'est effectivement
passionnant. J'ai été surpris, fasciné même par le parallèle entre cette réflexion et ce qu'on fait par exemple en intermédialité. Donc j'ai trouvé que toute cette tentative de définition du style, de l'expression, de la reproduction ou de la reproduction à froid, japonaise, etc., ça ressemble beaucoup à des questions qu'on se pose sur les caractéristiques de la médiation, ce qui constitue la médiation. Donc c'est une autre perspective, mais ce sont les mêmes questions. Euh, alors, ma question, c'est la suivante, on a assisté avec René avant-hier, on était on a assisté à participer à un colloque, et il y a un de nos collègues qui défendait l'idée que finalement, on est à une époque maintenant où l'intégration de la machine à l'humain est telle que il parle de siamois. Enfin, l'homme est indissociable de la machine. C'est un peu ça ce qu'il nous disait. Et alors la question que je me pose, c'est est-ce que, d'après ce que je comprends de ce que vous dites, on est encore sur cette idée fondamentale que l'œuvre est humaine. Et est-ce que ça va, est-ce que c'est bien le cas et est-ce que ça va bouger parce que euh, 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 bon, par exemple, notre collègue Marc-Antoine Gillac, que vous connaissez peut-être, qui est en philo, se pose la question de l'utilisation, donc qui a participé à la rédaction de la Déclaration de Montréal, euh, s'interroge se pose la question suivante, est-ce que l'IA doit participer à la discussion de l'usage responsable de l'IA? Et donc, il communique avec ChatGPT là-dessus. Il a un programme là, qui s'étire sur 2 ans où il communique avec ChatGPT. Il se rend compte que ChatGPT évolue. Comment dirais-je, la position de ChatGPT sur l'IA générative évolue. Donc, ChatGPT est un interlocuteur parmi d'autres qui sont les interlocuteurs humains. Alors, il y a ça. Puis en même temps, nous, on travaille avec une troupe de théâtre qui va présenter une pièce qui s'appelle Une intelligence artificielle, justement sur l'utilisation de l'IA responsable, qui va être présentée au Théâtre du CEP. Là, donc, Théâtre du CEP, Mathieu, c'est un des gros théâtres de Montréal, qui va être présenté au mois de février. Et la compagnie a décidé de pas du tout utiliser l'IA dans la représentation pour centrer justement sur la dimension humaine. Alors, ma question toute simple, c'est euh, euh, que- quelle est vers quoi on va? Si on savait vers quoi on va. Je dirais, ce qui gêne un peu, non, c'est pas la bonne expression, mais ce dont on parle moins, mais qui, à mon avis, est très présent à l'esprit de ces grandes entreprises qui font de l'intelligence artificielle, c'est que, bon, là, je vous ai parlé de droit d'auteur en termes d'auteur, hein, comme ce qu'on retrouve dans la plupart des lois qui ont dont la notion dans leur langue et la traduction dans leur langue de l'expression droit d'auteur. Mais aux États-Unis, où il est question d'un système de copyright, euh, il y a cette notion qu'on appelle le work for hire. Le work for hire, c'est le travail fait par, en général, un employé qui peut être protégé par droit d'auteur. Et dans ce contexte-là, la loi dit que l'employeur, qui en général est une personne morale, n'est pas une personne physique, l'employeur est appelé auteur dans la loi sur le droit d'auteur. Donc, on a là, je dirais, un précédent très important qui reconnaît à une personne morale. Je ne dis pas que l'intelligence artificielle, c'est la même chose, mais je suis sûre que vous pouvez comprendre que personne morale, on s'éloigne carrément de la personne physique. Et on l'appelle auteur, ce qui signifie que les différentes personnes qui travaillent pour un employeur n'existent même pas au sens de la loi. Ils ne sont même pas auteurs. Ils ne sont rien du tout. Et le concept de work for hire, par exemple, inclut nommément les œuvres cinématographiques, les œuvres audiovisuelles. Donc, n'importe quel film
aux États-Unis est automatiquement considéré comme un work for hire. Et donc, l'auteur du film est le producteur du film. Ce qui explique, par exemple, là, aux Oscars, quand ils remettent l'Oscar du meilleur film, qui appellent-ils en premier sur la scène? Ils appellent les producteurs. Parce que ce sont eux qui ont ce nom d'auteur. Donc, il y a une porte qui est entrouverte là, je dirais, pour dire que, ben oui, on pourrait considérer l'intelligence artificielle comme une forme d'auteur. C'est quelque chose avec lequel tout le monde vit à l'international. Tout le monde doit composer avec ce work for hire américain. Et je dirais que c'est quand même une notion qui facilite l'acceptation de l'idée qu'une intelligence artificielle pourrait être un auteur. Mais si jamais il fallait que ça en vienne là, euh, si c'est vraiment l'intelligence artificielle qui serait l'auteur et non les personnes derrière l'intelligence artificielle, je pense qu'on irait encore plus loin qu'avec le work for hire. Mais ça fait en sorte, si on avait ça, ça fait en sorte que justement ces personnes qui gèrent l'intelligence artificielle s'accaparent ainsi un droit d'auteur. Il ne faut pas l'oublier, hein? Avec ça, elles s'accaparent un droit d'auteur sur tout ce qu'elles produisent. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Si un auteur Tartampion veut ensuite se servir de leur œuvre produite par intelligence artificielle, ils vont demander d'être payés, hein? Ils ne vont pas dire qu'ils peuvent le faire gratuitement. Donc, c'est quand même une chose qui est assez importante de ce point de vue-là là, pour le faire. Je suis désolée, mais je ne peux pas. Je vais juste. Je vais laisser d'autres. Oui, alors, est-ce qu'on pourrait en aller jusqu'à dire que OpenAI, par exemple, ou les programmeurs de OpenAI sont ceux qui sont propriétaires de toutes les œuvres qui ont été produites par OpenAI? C'est un peu monstrueux, tant qu'à moi. Si on va jusque-là, ça devient monstrueux. Il y a Effectivement, mais c'est monstrueux aussi. Ce qui se joue derrière, c'est incroyable parce que il y a tout un vocabulaire dans cet univers-là qui veut rassurer les pauvres humains comme nous. On parle d'intelligence artificielle, ça rend ça plus sympathique. On parle de stockage dans le nuage. Le nuage, c'est éphémère, c'est rien, mais le nuage, c'est des chantiers d'ordinateurs qui consomment l'eau et l'électricité et qui font des gaz à effet de serre. Donc, on cherche à nous endormir avec tout un vocabulaire, mais derrière ça, ce sont des intérêts commerciaux. C'est de l'ultra-capitalisme là-dedans. Et c'est d'autant plus, moi je trouve d'autant plus choquant que depuis les années 50, les têtes pensantes du milieu de l'informatique envisageaient justement l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Peut-être pas sous la forme précise, là, mais subodoraient qu'éventuellement ça allait arriver. Et quand dans les années 70-80, ils sont allés chercher une protection de droit d'auteur pour les programmes d'ordinateur, parce que ça leur coûtait rien. C'était une protection automatique dans plus de 180 pays au monde. Et en plus, ça devient une protection qui dure pendant la vie de l'auteur est 50 ou 70 ans, mais c'est la totale qu'ils ont. Ils vivent dans un univers de position dominante qui est favorisé par des règles de droit d'auteur parce que les gens n'ont pas vu venir que ces règles de droit d'auteur allaient leur donner un tel pouvoir. Munch, aujourd'hui, on peut reprendre le cri puis en faire ce qu'on veut parce que ça tombe dans le domaine public au bout d'un certain temps. Il y en a qui vont dire c'est trop long, puis bon, mais on peut avoir un débat là-dessus. Mais la vie utile d'un programme informatique, ça ne sera jamais vie de l'auteur et 50 ou 70 ans. Donc, dans les faits, ils sont toujours protégés pour toute la vie utile économique de leur création, tandis que pour des auteurs littéraires, musicaux, artistiques, quoi que ce soit, ben, c'est pas tout le monde qui demeure encore économiquement pertinent au-delà de la protection du droit d'auteur, mais il y en a, et ça fait carburer les maisons d'édition.
Mais eux, ils ne le voient jamais. Alors, écoutez, encore une fois, je me fais la gardienne de l'horloge. Donc, Fabien, tu veux intervenir Oui, euh, bah, assez c'est- brièvement? Et ouais. puis, donc, je te passe la Ouais, parole. c'est plutôt deux rapides commentaires. Juste, Jean-Marc, c'était un commentaire lié à ton intervention, l'utilisation de l'IA dans la déclaration de Montréal. Je t'enverrai un article très intéressant sur lequel je m'appuie pour terminer mon chapitre pour Arcane, hein, je le termine aujourd'hui, j'espère, qui avance l'idée qu'en fait, l'IA générative est le bullshit. Elle a absolument aucun rapport à la vérité. C'est très intéressant parce que ça permet de rappeler que l'IA générative, elle a aucune intention. Elle a un rapport à ce qui est le plus probable compte tenu de ses modèles d'entraînement. Je ferme la parenthèse là-dessus, mais ça me plaît beaucoup. Non, en fait, en lien avec ce que vous expliquez, Isolde, moi, l'un des intérêts que j'ai actuellement, porte sur l'idéologie de l'open science. Il faut que tout soit public. D'ailleurs, on paye des articles qu'on veut qui tombent sous la houlette de l'open science. Il faut payer à différentes plateformes pour que les articles là, soient, comment, gratuits. Et on voit bien que là, bon, on parlait de capitalisme, c'est capitalisme de plateforme en fait, ce modèle de capitalisme de plateforme qui absorbe complètement la manière de produire et de protéger en fait aussi ultimement les savoirs selon les dictats de l'open science, qui en même temps en retour permet d'entraîner les machines qui captent ce contenu-là. Et là, je renvoie aussi à un article très intéressant de Philippe Mirowski qui lui propose de parler d'un panopticon de la science, en référence évidemment aux travaux de Foucault, comment en quelque sorte la, la, les principes de capitalisme de plateforme ont fini par capter une partie de l'imaginaire en lien avec l'open science. Et j'imagine que ça aussi, ça pose tout un tas d'enjeux relativement aux droits d'auteur. Moi, c'était juste ces deux Alors, remarques. peut-être une réaction très rapide, Isole, peut-être aussi Mathieu, puis on va terminer notre séance. Donc, assez rapide, commentaire assez rapide. Ben, je dirais peut-être pour continuer un peu dans ce type de commentaires, il faut se méfier, je dirais, des systèmes qui se disent ouverts et gratuits. Je pense qu'il faut aller chercher derrière les apparences et on s'aperçoit que ce n'est pas aussi libre et ce n'est pas aussi gratuit et il y a des intérêts qui sont quand même assez inquiétants derrière tout ça. Merci beaucoup. Mathieu, peut-être une toute dernière commentaire ou Mon commentaire, c'est que je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit à l'instant, hein. Je partage vraiment pleinement cet avis sur le libre, le faux libre et l'approche par écosystème qui doit être quand même, à mon avis, analysée à toutes les strates pour pouvoir se faire une idée de l'effectif impact positif d'une ouverture ou d'une fermeture. Et avoir aussi en tête que généralement, si il y a une boîte noire et qu'on prétend être dans le libre, il y a peut-être un souci. écoutez, on va conclure donc notre séminaire également. C'était notre dernière séance et non la moindre aujourd'hui. Absolument passionnant. On aurait pu continuer des heures et des heures de cette discussion tellement les impacts sont majeurs actuellement. Encore une fois, on ne sait pas trop où ça s'en va. Comme Jean-Marc dit, où on s'en va avec ça. Les questions sont immenses, sont, comme je le disais, monstrueuses d'une certaine façon. Alors, donc, écoutez, un grand merci encore une fois. Vos présentations vont être mises, vont être éditorialisées sur le site d'Arcane. Donc, Gabriel va s'occuper de communiquer avec vous si vous n'avez pas déjà le lien. Donc, toutes les séances qu'on a eues sont sur notre site et également vous. C'est absolument passionnant. Donc, c'est notre dernière avant le temps des fêtes. Donc, merci à tous.